Bonjour, bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Choco, je suis née en Pologne, dans une grande ville textile qu'on peut peut-être comparer un petit peu à Lyon. Il y avait beaucoup d'usines et d'ateliers textiles dans cette ville. C'était pas la plus belle ville de Pologne, mais c'était une très belle ville pour moi parce que c'était la ville de mon enfance. Mes parents étaient pharmaciens, j'étais fille unique, alors j'étais un peu choyée, gâtée, mais tout de même, avec tout l'amour de mes parents avaient des exigences vis-à-vis de moi. Je voulais toujours tout voir, tout apprendre, j'étais curieuse de beaucoup de choses, mais mes parents étaient toujours d'accord, tu vas apprendre, très bien. Voyons les résultats. Quand j'étais toute petite, je voulais être danseuse, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, je voulais absolument faire des études en chimie parce que j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui souffraient, qui étaient malades, et je voulais chercher des médicaments, faire de la recherche et chercher des médicaments. Mon père, quelquefois, était aussi souffrant. Ma mère était une femme très énergique. Tous les deux travaillaient à la pharmacie. Ils travaillaient beaucoup, toute la journée. Je ne les voyais que le dimanche. Et dans mes souvenirs, c'était comme un rêve. Je vois encore la grande chambre à coucher de mes parents, qui finalement n'était pas tellement grande quand je l'ai vue après la guerre. Mais dans mes souvenirs d'enfance, dans mes rêves, elle était très grande, mais c'était surtout le lit qui était grand. Ma mère s'était permise un luxe là, elle a commandé une chambre à coucher qui était une réplique de la chambre à coucher du château de Wawel. Je ne sais pas si vous êtes allé à Cracovie, si vous avez visité le château de Wawel, mais il paraît qu'il y avait une chambre comme ça, en bois de rose, bois doré. Il y avait un grand lit dans lequel je venais me blottir dans leurs bras tous les dimanches. Il y avait la coiffeuse, ou ma mère, qui n'était pas très coquette, mais elle avait des mains magnifiques, des mains superbes, et ça je m'en souviens toujours. Et puis une armoire où mon père mettait tous les souvenirs de la famille, tous les souvenirs des amis, les lettres, les objets. Et c'était une armoire particulière. Bref, comme enfant, j'étais une enfant très heureuse. Dans une famille où il y avait une grand-mère du côté de mon père, une grand-mère du côté de ma grand-mère. Malheureusement, je n'ai pas connu mes grands-pères. Et il y avait des oncles, des tantes, des petits cousins, des petites cousines. On se réunissait pour les fêtes. De temps en temps, ma mère m'amenait à la synagogue. Les chants étaient magnifiques. Alors, j'ai appris qu'il y avait des juifs et des catholiques, parce qu'il y avait très peu de protestants en Pologne. Pour moi, la différence, c'était que les juifs allaient à la synagogue et les catholiques à l'église. J'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas senti l'antisémitisme avant la guerre. Je pense que mes parents m'ont beaucoup protégée. J'étais dans une école laïque, une des très rares écoles laïques en Pologne. Nous étions garçons et filles. Nous sommes d'ailleurs restés 6 survivants de notre classe d'avant-guerre. Et j'ai revu tout le monde après la guerre. Malheureusement, dans la famille, on est resté très peu, ma cousine et moi seulement. Nous étions donc à la maison et ensuite à l'école. Et l'école, c'était la suite de ma maison. À la maison, c'était l'amour de mes parents, c'était l'amour de la famille, l'idée qu'il, pour vivre dans un monde, il fallait respecter le droit
de l'être humain, la valeur de chaque homme, la valeur de chaque être, le respect et l'aide aux plus démunis, l'aide à ceux qui en ont besoin. À l'école, c'était la même chose. Nous avions une instruction civique. Nous devions amener tous les jours un petit déjeuner, parce qu'en Pologne, il y a un petit et un grand déjeuner. Mais en fait, on amenait un grand déjeuner, ce qui correspond au... en fait, ce qu'on trouve aujourd'hui chez McDonald's. Ça devait être les précurseurs de McDonald's. Il y avait un petit pain avec des choses à l'intérieur. On devait amener ça pour des enfants qui n'étaient pas aussi gâtés que nous, et ceux qui oubliaient, eh bien, retournaient à la maison. On avait un journal, on allait quelquefois en vacances avec les professeurs, et moi, comme mes parents travaillaient beaucoup, j'allais souvent en vacances avec d'autres jeunes et des personnes plus âgées qui nous accompagnaient, bien entendu. Là-dessus, j'ai entendu parler de la guerre, des rumeurs. On m'a dit, j'entendais partout, il y aura la guerre, il y aura la guerre. J'allais aussi en pension, pas loin de la ville de Łódź, parce que, comme je vous ai dit, mes parents travaillant beaucoup, ils avaient très peu de vacances, et moi, j'avais des vacances, des enfants, des vacances scolaires, et j'allais toute petite déjà à l'école évidemment pour des petits-enfants, à l'âge de 3 ans à la maternelle, et à moins 25, j'allais à l'école. Et si je n'avais pas 38 de fièvre, ce qui m'arrivait pratiquement jamais, j'allais à l'école. J'étais très choyée, mais il fallait que je sois toujours présente à l'école, à la maison. Il fallait que j'aide pendant le week-end. Et à mon école, c'était la même chose, la même éducation. On adorait les livres. On avait des anniversaires qui étaient fêtés presque dans toute la classe. Alors on avait 30 quelques anniversaires par an, rien que pour l'école. Chaque fois, on achetait un livre. Alors moi, j'avais déjà pas mal de livres à la maison. Et j'avais reçu un beau petit bureau pour pouvoir travailler. J'avais une chambre avec mon petit lit. Maintenant, j'avais un très beau petit bureau. Je travaillais et je devais recevoir en 1939 une bibliothèque pour pouvoir ranger mes livres. Malheureusement, à ce moment-là, le bruit de la guerre était de plus en plus proche. Et moi, j'étais en pension avec les jeunes comme moi, à côté de Łódź, et tous les jeunes partaient, et moi, j'étais là encore. Alors, j'ai téléphoné à mes parents. On avait peu de téléphones privés, mais à la pharmacie, bien sûr, il y avait les téléphones. Et j'ai dit à mes parents, écoutez, les enfants sont presque tous partis, et moi, je suis là toute seule. Mais non, sois tranquille, on vient te chercher dimanche. Effectivement, ils sont venus me chercher dimanche. On est rentré en train, c'était pas très loin, et je me rappellerai toujours qu'à la gare, j'étais avec ma valise, c'est mes parents qui la portaient, bien sûr, et ma mère s'était attardée un petit moment et nous a regardés et a dit « Il ne faudrait pas défaire la valise, il faudrait partir plus loin. » Malheureusement, il y avait la pharmacie, le travail, la grand-mère, les grands-mères, la famille, et nous sommes restés. Nous sommes restés, et là, moi, j'entendais de plus en plus le bruit de la guerre, et puis une nuit, on nous a réveillés, de haut-parleurs commençaient à crier très fort « Attention, attention, les Allemands arrivent, ils vont envoyer tous les hommes valides aux travaux en Allemagne. Attention, attention, les Allemands arrivent. » Alors, mes parents avaient déjà préparé des sacs, avaient déjà préparé des valises avec des objets de première nécessité, et nous sommes descendus
dans la rue comme tout le monde, et là, il y avait une foule et des gens qui couraient vers la gauche la plupart du temps, c'est-à-dire vers l'ouest, pour aller rejoindre les frontières de la Pologne avec l'Allemagne et surtout, c'est pas vers l'ouest, c'est vers la Russie, vers Varsovie, vers la Russie. Voilà où tout le monde courait. Maintenant, après, je me suis rendu compte que c'était le commencement des plans nazis, puisque les nazis, ils avaient déjà commencé à élaborer des plans, des projets, des choses, comment ils allaient faire les choses. Déjà, ils avaient des expériences, ils commençaient déjà à occuper beaucoup de pays. Ils savaient comment il fallait faire, ils savaient que dans les villes, il y avait des forces vives, il y avait des hommes, il y avait des jeunes qui pouvaient se battre, qui voulaient faire quelque chose, qui ne voulaient pas de nazis dans leur ville. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils faisaient comme ils ont fait dans la ville de Lodz. Les nuits, ils appelaient les gens par les haut-parleurs en disant que les Allemands allaient arriver et que les hommes allaient être pris pour aller travailler en Allemagne. Et les routes ensuite étaient bombardées et les forces vives de chaque ville un peu de moins en moins importantes puisque les hommes quittaient les grandes villes. Avant que les choses n'arrivent beaucoup plus loin, très vite, quand les Allemands sont arrivés, les nazis sont arrivés, effectivement, il y avait quelques personnes, il y avait des personnes qui étaient d'origine allemande. Ça s'appelait le nom m'échappe juste à l'instant, je vous le dirai tout à l'heure. Ceux qui étaient d'origine allemande étaient tout contents de voir des Allemands, mais les autres étaient absolument consternés. C'était quelque chose de tragique pour mes parents déjà et pour nous tous, d'autant plus que nazis. Alors les Allemands d'origine, les Polonais donc d'origine allemande, les Polonais d'origine allemande s'appelaient des Volksdeutsch. Et les Volksdeutsch étaient les seuls contents de l'arrivée des nazis. Les nazis ont tout de suite pris des mesures anti-juives. C'est-à-dire qu'il fallait tout de suite coudre des étoiles, 2 étoiles, une devant, une derrière, pour qu'on reconnaisse un juif même de dos. Et les enfants, à partir de 7-8 ans, étaient obligés également de porter des étoiles. Ensuite, ils rentraient dans des maisons où habitaient les Juifs. En Pologne, c'était beaucoup plus facile que dans d'autres pays, notamment en France. Il ne fallait pas du tout s'annoncer qu'on était juif. L'obligation aux Juifs était d'annoncer tout de suite la religion, l'appartenance dans les préfectures, dans les mairies. Il suffisait donc de consulter les papiers dans chaque ville pour savoir où habitaient les Juifs. De cette façon, je me rappellerai toujours, j'avais ma leçon de français, parce que moi, avant la guerre, je voulais absolument apprendre le français parce que mes parents m'ont dit, ben, écoute, tu finiras tes études en France. Tu sais, la France, c'est un très grand pays. C'est un pays des droits de l'homme. C'est un pays de la science, des arts, un pays de liberté, de fraternité. Alors, tu finiras tes études en France et comme ça, puisque tu veux faire des études en chimie, tu les feras dans ce pays où il y a Marie Curie, le couple Curie. Donc, j'en ai entendu parler très tôt dans mon enfance. J'apprenais le français. J'avais un professeur de français qui était une femme âgée avec des papillotes blanches, un grand chapeau noir et un parapluie. Je lui demandais, madame, pourquoi vous prenez le parapluie tous les jours?
Et elle me répondait, parce qu'il peut pleuvoir. Elle avait raison. Ces grands chapeaux ne la quittaient jamais. Mais là, de temps en temps, pendant la leçon, on frappait à la porte, on tapait à la porte, et si on n'ouvrait pas, on cassait la porte. Puis on rentrait. 2 hommes rentraient de temps en temps dans notre appartement. Mes parents qui travaillaient encore beaucoup à la pharmacie n'étaient pas là. Mais moi, j'étais là avec ma prof de français. Elle a vite enlevé le cahier. J'ai dit non, 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 non. Je continue ma leçon. Je voulais absolument pas voir toutes ces personnes qui venaient, que je ne connaissais pas, que je ne voulais pas voir. Ils sont rentrés, ils ont regardé, ils ont pris des objets qui leur plaisaient. Et ils ont regardé mon petit sac. Ah, je me suis dit, ils ne vont pas prendre mon chocolat qui est dans mon sac à dos. Non, bien sûr, ça ne les a pas intéressés. Et ils sont partis. Mon professeur de français, cette femme, elle est devenue toute verte. Elle avait peur. Pas moi. Mais elle a eu tellement peur qu'elle ne voulait plus me donner les leçons de français. Et puis, une autre fois, ils sont encore arrivés, encore 2 hommes qui ont presque cassé la porte. Ils sont rentrés. Ils ont vu la chambre à coucher de mes parents. Ça leur a plu, cette chambre leur a plu. Ils ont mis des scellés sur la porte. Et quand mes parents sont rentrés de leur travail à la pharmacie, ils ne pouvaient plus rentrer dans leur chambre. Il y avait de grands scellés, interdiction de rentrer. Mes parents sont allés voir les voisins. Ils ont emprunté un matelas. Ils sont couchés par terre dans la salle à manger. Moi, j'avais toujours mon petit lit. Et là, on s'est rendu compte que les choses allaient de pire en pire. Un jour, moi, ma mère m'a envoyé voir la grand-mère et ma tante, qui habitaient de l'autre côté de la rue principale, qui était depuis peu de temps interdite aux Juifs. Aucun Juif n'avait le droit de traverser la rue principale. Or, il y a beaucoup de gens qui habitaient d'un côté et de l'autre. Et on ne pouvait plus aller voir ma grand-mère, on ne pouvait plus aller voir mes tantes. Alors ma mère a demandé à la personne qui travaillait à la pharmacie depuis longtemps et qui était catholique, elle lui a demandé de m'amener voir ma grand-mère. Alors elle m'a prise par la main, mais quand nous nous sommes approchés de la rue principale, elle m'a dit « enlève tes étoiles ». J'ai dit non, on m'a mis des étoiles, je garde mes étoiles. Alors elle s'est tenue un peu en arrière, moi j'ai avancé, tranquillement. Il y avait un soldat allemand, soldat nazi, qui faisait la circulation. Il m'a regardé, il m'a dit « viens avec moi ». J'avais déjà compris un peu l'allemand, parce que je comprenais un peu le yiddish, pas beaucoup, on parlait le polonais à la maison chez nous, mais je comprenais un peu le yiddish. Ce qui me gênait, c'est que ça ressemblait un peu à l'allemand. Je n'aimais pas beaucoup la langue allemande, parce que je l'ai apprise par les nazis, ça ne me plaisait pas beaucoup. Alors, je l'ai regardé, je ne comprenais rien. Il m'a dit, au bout d'un moment, « va-t'en ». Alors ça, j'ai compris tout de suite. Je suis partie en vitesse à la pharmacie et la femme qui devait m'accompagner est restée, elle avait très peur. Ma mère m'a dit cette fois-ci, « jamais plus tu ne nous quitteras ». Effectivement, je suis restée à la pharmacie, mais à la pharmacie, j'ai dérangé un peu mes parents. Vous vous imaginez une petite fille qui veut tout savoir, qu'est-ce qu'il y a dans ces bocaux, qui sont jolis, et puis qu'est-ce qu'il y a là comme médicaments. Et puis ma mère et mon père importaient des produits de beauté français, quelques eaux de toilette, quelques jolies boîtes de toutes les couleurs. Alors j'ai demandé qu'est-ce que c'est que ça, et qu'est-ce que c'est que ça, et qu'est-ce que c'est que ça, si bien que mes parents n'aimaient pas tellement que je vienne à la pharmacie. Mais là, malheureusement, un jour,
Ils m'ont dit, écoute, aujourd'hui, tu viens avec nous à la pharmacie. Là, j'étais stupéfaite. Comment ils me demandent de venir à la pharmacie? C'est bizarre. Je les ai suivis, on est allé à la pharmacie, et puis j'ai vu mes parents, avec deux messieurs encore qui étaient là, que je ne connaissais pas du tout, qui étaient là et qui demandaient, comme moi j'avais demandé, qu'est-ce que c'est dans cette armoire, et qu'est-ce qu'il y a ici, et qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais cette fois-ci, mes parents, malheureusement, ont été obligés de donner toutes les clés des armoires, toutes les clés des portes, et tout le travail des dizaines d'années de mes parents, de ma mère qui avait la pharmacie avant de se marier. Tout ça, ça a été pris par des gens qu'on ne connaissait pas, qui nous ont chassés dehors, sans rien, sans un mot, que de nous dire « raus, dehors ». Première fois, j'étais au milieu de mes parents qui me tenaient par la main. La première fois, je voyais mes parents, les larmes plein les yeux. Mes parents ne pleuraient jamais. Mes parents étaient toujours gais avec moi, étaient toujours souriants, étaient toujours adorables. Et là, les larmes plein les yeux, ils sont rentrés avec moi à la maison. Il n'y avait plus de pharmacie, plus de travail. Et là, des grands placards commençaient à être affichés. Attention, attention! Des cris encore dans la rue, des informations par des placards. Les Juifs doivent tous venir au ghetto. Ils vont travailler en famille. Mais ils doivent tous aller au ghetto parce que c'est l'endroit où les Juifs doivent demeurer à partir de maintenant. Alors, on nous a octroyé dans les ghettos, dans la partie la plus vétuste, la plus délabrée, la plus sale de la ville de Łódź, près d'un cimetière, comme si c'était une destination ultime. Dans cet endroit, il fallait que nous trouvions un logement et qu'il fallait que nous déménagions tous au ghetto avec la famille. Ma mère, qui était toujours une femme très énergique, est allée dans le périmètre du ghetto. Elle a fait un tour, elle a regardé partout, elle a fait des recherches, et elle a trouvé une maison dans laquelle on pouvait isoler les chambres. Parce que, imaginez-vous, qu'on nous donnait 5 mètres carrés par personne pour nous loger. Ça veut dire que mes deux parents, mon père et ma mère et moi, on avait une chambre de 15 mètres carrés. Une chambre de 15 mètres carrés, c'est une chambre qui commence un petit peu là, où sont les rangs, où vous êtes assis, jusqu'à là, et pas du tout dans toute cette longueur. Hein. Imaginez-vous que dans cet espace, on a pu mettre seulement un petit lit pour moi, un lit pour mes parents, un petit poêle qui était censé nous chauffer et nous permettre de faire la cuisine, entre guillemets, une table, 3 chaises et une armoire, petite armoire plaquée contre les murs dans laquelle on devait mettre nos affaires. Tout ça, nous l'avons apporté sur un chariot, mes parents et moi, et nous avions une date ultime après laquelle aucun juif ne devait circuler dans la ville. Si on voyait un juif dans la ville qui circulait après certaines heures de la journée, si on voyait un juif circuler après la date qui était prévue pour entrer dans les ghettos, eh bien, on le tuait ou on le balançait quelque part dans les ghettos, comme ça. En tout cas, il n'y avait plus de place dans la ville normale, dans la vie normale
il n'y avait plus de place pour les Juifs. Le ghetto de Łódź a été fermé, bouclé, au début des années 40, de l'année 1940. Bouclé en tel point qu'il n'y avait pas la possibilité ni de sortir, ni de rentrer, sauf une permission spéciale, un permis spécial. Nous étions entourés de barbelés, les portes étaient fermées, gardées par les soldats en armes, les miradors parcouraient de vue toute la partie du ghetto, les soldats en armes, il n'y avait pas moyen de bouger. Il y a eu bien sûr, quelques évasions, quelques exceptions, mais il fallait être aidé de l'extérieur. Sinon, c'était impossible de se sauver du ghetto de Łódź sans aide extérieure. La vie a commencé, une nouvelle vie, une vie de ghetto. Ma mère a trouvé une place, elle connaissait beaucoup de monde parce qu'elle avait 2 sœurs. Elles étaient 3 filles. Ma mère était la fille aînée qui s'occupait des enfants dans l'époque. Comme ma grand-mère était toute seule, la fille aînée s'occupait beaucoup des enfants, des autres frères et sœurs. Et c'était le cas de ma mère. Et ma mère, avec ses 2 sœurs, avait décidé, comme elles étaient pharmaciennes toutes les 3, ma mère a aidé ses deux sœurs les plus jeunes pour finir leurs études. Et vous savez qu'à l'époque, il y avait un numerus clausus en Pologne. Ça veut dire que 3 ou 4 premiers élèves de chaque classe pouvaient seulement continuer les études supérieures. Et les 3 sœurs, effectivement, étaient de très bonnes élèves et elles ont pu suivre des études. Et elles ont été tellement intelligentes que les 3 pharmacies dans la ville de Łódź, de 3 sœurs, de 2 sœurs de ma mère et de ma mère, s'appelaient du même nom, Galewska, qui était un nom polonais d'ailleurs. Il y a même un antisémite notoire qui s'appelle Galewski. Tant pis pour lui. Les 3 sœurs, on connaissait donc les femmes et les hommes, et surtout les femmes, connaissaient vraiment les pharmacies où il y avait des importations de choses de Paris et où il y avait les médicaments. Et les 3 sœurs étaient extrêmement compétentes dans la vie familiale. Moi, je sais que ma mère, je l'ai entendue souvent donner des conseils et donner des médicaments élaborés à ce moment-là à la pharmacie. Ma mère a donc trouvé un travail qui était formidable parce que c'était dans une boutique d'alimentation. Et au ghetto, très peu de temps après la fermeture, on s'est rendu compte qu'avec les rations de nourriture qu'on nous donnait par mois, on pouvait tout juste ne pas mourir de faim. C'était calculé pour que les Juifs puissent encore travailler un peu, mais quand même s'affaiblir et avoir quand même faim tout le temps. Donc ma mère, travaillant dans la boutique d'alimentation, n'avait pas le droit d'emporter des colis, mais elle avait le droit de manger un peu de choses sur place. Ce qui fait qu'à la maison, nous avions un petit peu plus de nourriture que les autres personnes. Ma tante la plus jeune travaillait dans une pharmacie et elle nous apportait de l'huile de foie de morue. Ma mère a appris à tous les enfants de la famille que l'huile de foie de morue, c'est très très bon et qu'il faut lécher la cuillère tous les jours, une cuillère d'huile de foie de morue pour tous les enfants de la famille. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté l'huile de foie de morue, mais j'ai goûté ça après la guerre, je n'ai pas trouvé ça aussi bon que pendant la guerre. Ma mère était très persuasive.
Et tous les enfants, par chance, pouvaient avoir cette cuillère de l'huile de foie de morue. Comme nous habitions dans cette maison que ma mère avait trouvée, et je vous ai dit qu'on a pu loger la famille, c'est-à-dire que 3 personnes une chambre, 4 personnes une autre chambre, etc., etc., où il y avait donc les oncles, les tantes, et par chance, mes oncles et mes tantes avaient un seul enfant unique par famille, sauf du côté de mon père, où ils étaient 2 par famille, 2 enfants. Mais du côté de ma mère, il y avait des enfants uniques. Alors, nous étions tous dans cette même maison, et quand il y avait une chambre de libre, c'était des amis qui l'occupaient. Au début, au ghetto de Lodz, il y avait encore une école. Et quand ma mère a appris qu'il y avait une ouverture d'une école, elle m'a immédiatement envoyée à l'école. Ma mère, c'était toujours, il faut qu'elle apprenne, il faut qu'elle finisse ses études, il faut qu'elle vive et il faut qu'elle continue à apprendre. Et il faut qu'elle continue à lire. Et au ghetto, pendant toute la période de plus en plus difficile au ghetto, de plus en plus catastrophique, où dans la famille, il y avait des décès. Ma grand-mère d'abord est décédée au ghetto. Elle n'a pas pu tenir le coup de la faim, du froid, car il faisait un froid glacial. Vous savez, les hivers en Pologne sont très froids. Je ne sais pas si vous êtes allés à Auschwitz-Birkenau, mais vous savez sans doute que c'est courant qu'il fasse moins 15, moins 20. Et on n'avait pas de chauffage. On n'avait que ces petits poêles sur lesquels on faisait bouillir de l'eau pour boire quelque chose de chaud. On cassait la glace pour nous laver sur l'évier de la cuisine. On n'avait pas de chauffage. Il faisait très froid et on avait très faim. Il y avait une seule chance. Il y avait des édredons polonais pleins de plumes. Donc la nuit, on se couvrait avec ces édredons et on échappait au froid. Mais dès qu'on se levait, c'était terrible, on avait très froid. Et j'allais à l'école à ce moment-là, immédiatement. On avait des copains et des copines. Dans mon livre, il y a une photo du ghetto où nous étions garçons et filles, là encore. Et pendant 1 an, l'école a fonctionné au ghetto de Lodz. Quand les Allemands se sont aperçus que les Juifs continuaient à se cultiver, on avait une bibliothèque, on avait une école, on avait une salle de concert au ghetto. Et avec mes parents, on allait encore au concert. J'ai emprunté des livres de la bibliothèque des prix Nobel, des lauréats des prix Nobel de la littérature. Je lisais tout ce que je trouvais à chaque fois qu'il y avait un gros chagrin, un désastre, une maladie, un décès, quelque chose. Moi, je prenais un livre et je lisais. Et je partais dans un monde où on pouvait encore vivre, dans un monde où il y avait des hommes et des femmes, dans un pays libre, dans un pays où on pouvait vivre, où les enfants avaient une place, où les personnes âgées avaient une place. Alors qu'au ghetto, les nazis arrivaient avec des camions, ils arrivaient, ils entouraient un quartier, ils faisaient descendre tous les hommes et les femmes, et ils prenaient les enfants, ils prenaient les personnes âgées, toujours en nous mentant, en racontant des histoires. Les grands projets nazis, la grande force de ces salauds de nazis, c'était de camoufler toujours la vérité, de raconter des mensonges, de placarder des contre-vérités, de dire « oui, les enfants et les gens âgés, malades, ils seront beaucoup mieux soignés dehors que dans le ghetto, ils vont être soignés. » Vous pensez bien, on ne les a jamais revus. Et puis, dans le ghetto, ça continuait comme ça. Ils continuaient à prendre les enfants et les gens malades. Et ils continuaient à nous faire travailler tant qu'on pouvait. Au début, je tissais la paille
parce qu'il fallait tisser la paille pour les Allemands, il fallait travailler pour les Allemands, moyennant quoi le président de notre ghetto, qui était le plus âgé des Juifs, soi-disant, mais pas les meilleurs, mais il a fait, je pense qu'il a pu, il a été déporté lui-même et tué avec sa famille, donc je lui pardonne ce qu'il a fait de mauvais, ce qu'il a fait de mal. Il a encore essayé de nous faire travailler pour les Allemands pour qu'on puisse encore prolonger de quelques années les ghettos. Et nous sommes restés plus de 4 ans au ghetto, effectivement. Alors, moi, j'ai travaillé, donc j'ai tissé la paille. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tisser la paille, mais c'est très, très dur. Ça fait des plaies dans les doigts, sont coupés par la paille. J'étais payée pour la première fois de ma vie, payée en argent, évidemment, qui n'avait cours nulle part, qui était l'argent dans le ghetto, on ne pouvait rien acheter, mais moi j'étais très fière de toucher mon premier argent que j'avais gagné. Alors, il fallait que je me dépêche. J'avais 1 mètre de largeur, des bandes d'1 mètre de largeur, grandes comme ça, et il fallait que je tisse dans les 2 sens, très vite, parce que j'étais payée au mètre linéaire. Le soir, quand je rentrais à la maison, mes doigts étaient tout abîmés, mais je ne disais rien à ma mère, jusqu'au jour où il y avait des plaies. Alors ma mère a regardé ça et a dit « Mais tu ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible ». Et elle a demandé à des gens qu'elle connaissait pour me trouver un autre travail, parce que celui qui ne travaillait pas ne mangeait pas. Même les rations de nourriture qui nous étaient comptées, c'est-à-dire environ 2 kilos de pommes de terre par mois, 500 grammes de farine, 500 grammes de sucre, 500 grammes de riz, je crois, c'était ce qu'on avait du riz. Non, je ne me souviens pas, non, c'était pas du riz. C'était de la farine, des pommes de terre, un peu de légumes, et qu'est-ce qu'on nous donnait encore, si bien que les pommes de terre, on ne les a jamais mangées entières, on faisait des espèces de galettes de pommes de terre, parce que ça grossissait un peu, on mettait 1 cuillère de farine, et quand on n'avait plus rien à manger, on mettait sur notre poêle des épluchures de pommes de terre. Au début, on avait encore au ghetto quelques colis de la Croix-Rouge. Et comme moi, j'avais attrapé la typhoïde, que j'étais malade, on m'a mis dans une chambre chauffée et tout le monde m'a donné les colis, ce qu'il y avait dans les colis. Je n'avais pas le droit de manger quoi que ce soit. Ça, c'était facile. Pour ne pas manger, c'était facile. Mais pour boire du café et manger un œuf dès que je pouvais, et puis manger un morceau de pain, puis manger ceci, manger cela, ça, je ne sais pas comment ma mère a fait. Dans les colis de Croix-Rouge, la famille s'est privée pour moi, où il y avait un peu de café, un peu de cacao, enfin chocolat pur, et ça, les médecins ont dit que je pouvais boire. Ensuite, je pouvais manger un œuf. Ma mère a trouvé un œuf. On n'avait pas vu d'œuf depuis des années au ghetto. Ma mère a trouvé, je ne sais pas comment. Et puis j'allais beaucoup mieux. Et puis j'ai vu un morceau de rutabaga, parce qu'on avait un peu de légumes, dont les rutabagas. Et puis je n'avais pas le droit de manger ça, mais j'avais tellement faim que je suis descendue du lit et j'ai pris un morceau de rutabaga, j'ai mangé. Heureusement que ma mère n'a pas vu, et heureusement que ma santé s'est améliorée quand même. Après ça, c'est mon père qui est tombé malade. Et lui qui était un peu affaibli, il ne pouvait pas supporter la faim, le froid. Et quand je suis arrivée de mon travail, un jour, ma mère me dit « Va vite chercher des piqûres. Va vite à la pharmacie chercher des piqûres. Voilà, je te donne l'ordonnance, va vite. » J'ai couru à la pharmacie, on m'a donné les piqûres, je suis rentrée vite à la maison, on a administré des piqûres à mon père. Il était 7 heures du soir, 8 heures du soir, après on ne pouvait plus sortir, mais de toute façon, j'avais pris un livre, j'ai regardé mon père, j'ai regardé, il allait un tout petit peu mieux après les piqûres, mais
À 10 heures du soir, 11 heures du soir, mon père allait très mal et mon père est décédé dans la nuit. Moi, je ne dormais pas. J'ai pris un livre comme d'habitude. J'ai pris un livre pour sortir du ghetto, pour sortir de ce cauchemar, pour ne pas être là, pour voir d'autres horizons, pour voir un peu ce qui se passe dans le monde, pour savoir que peut-être qu'un jour, je verrai autre chose que ce que je vois tous les jours, c'est-à-dire les nazis, les soldats en armes, les batailles dans les rues, les gens qui nous poussent, les gens qui crient, les gens qui ne veulent pas de nous. Le lendemain, ma mère était dans le grand lit et moi dans mon petit lit. Nous n'étions plus que toutes les deux. La vie à deux a commencé. Ma mère était encore plus attentive à moi parce que nous étions évidemment ensemble. Et là, de nouveau, des cris, des placards. Maintenant, vous devez tous vous rendre à la gare. Il faut que tous les Juifs soient à la gare à telle heure, de telle heure à telle heure. Il faut que vous soyez tous là, sinon vous n'allez pas pouvoir rester. Et on savait ce que ça voulait dire. Rien ne vous arrivera, vous allez aller travailler en Allemagne. Rien ne vous arrivera de mauvais. Vous allez travailler en famille. C'était ça les grands mots. Vous allez travailler en famille. Rien de fâcheux ne vous arrivera. Bien sûr, des placards qui racontaient ça. Toujours des mensonges. Ma mère n'y croyait plus du tout, du tout, du tout. Et elle m'a dit, nous allons nous cacher. J'ai dit oui. Et on a décidé dans la famille que chaque petit noyau de famille, c'est-à-dire oncle et tante, allait rester avec la famille strictement petite, à 3 personnes, 4 au maximum, pour avoir plus de chances de nous cacher. On essaie tous de nous cacher. Ma mère m'amène dans une maison où il y a un grand couloir. On va au bout de ce couloir, il y a une armoire dans le fond. On ouvre l'armoire, une double porte. On pousse la porte, un escalier descend dans une cave. Et ma mère me dit, on va se cacher dans cette cave. On descend dans la cave, tout noir, froid, glacial, on ne voit rien. Et ma mère me dit, on va se cacher là. Je l'ai regardé et je dis, comment veux-tu qu'on se cache là? Il fait froid, on ne voit rien. Il n'y a pas de nourriture, on n'a pas de nourriture, on n'a pas d'eau potable. Comment est-ce qu'on peut se cacher là? Et ma mère me dit, tu as raison, on est sorti de là. On s'est caché dans un grand tas de charbon. On savait que l'armée arrivait le matin, elle ramassait tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas à la gare, dans les rues, dans les maisons, elle faisait descendre tout le monde et ils partaient à la gare. Alors, on est sorti du tas de charbon tout noir. On n'avait que l'eau froide pour nous laver. Ma mère me dit, bon, il faut qu'on trouve autre chose. Elle a trouvé une cachette dans une maison, mais où on enlevait les parquets, on se mettait à l'intérieur, on pouvait juste se mettre assise ou coucher. On était 3 femmes là-dedans, et en remettant les parquets, on ne voyait rien. On ne voyait pas. Alors, il y avait une femme dont je ne connais pas le nom, je ne l'ai pas revue. Il y avait ma mère et moi. Et puis on était là, cachés dans ce trou, et puis on entendait les pas des soldats. On entendait les pas de soldats au-dessus de la tête. Et puis des crosses de fusils qui tapaient là.
les parquets. Parce qu'ils avaient l'habitude, ces salopards des nazis savaient qu'il y avait des cachettes sous les parquets. Des cachettes d'ailleurs pour cacher des biens des juifs, l'argent ou des objets, etc. Ou alors des cachettes. Ils ont tapé et ils ont enlevé les parquets et ils nous ont sortis toutes les trois et ils nous ont amenés à la gare. À la gare, nous sommes arrivés à la gare, une foule terrible, des wagons à bestiaux qui étaient là, vides, portes ouvertes, et on nous enfilait là-dedans. On ne peut pas dire autrement, parce que dans un wagon où on aurait pu être, je ne sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine, nous étions une soixantaine. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas s'asseoir, on était debout, les uns contre les autres, dans le wagon à bestiaux, debout. Les portes se fermaient, nous étions enfermés dedans, pas d'air, pas d'eau, pas de nourriture, un froid terrible, mais le froid était atténué par la chaleur humaine. Imaginez-vous qu'on était tous debout les uns contre les autres. La chaleur humaine nous faisait moins souffrir de froid que du manque de nourriture, d'eau et d'air. Alors quelques personnes, dont ma mère, ont instauré un ordre. Chacun à son tour s'asseyait, chacun à son tour montait sur les épaules d'une autre personne et respirait à travers les petites lucarnes en haut des wagons. Et avec cette façon de faire, nous sommes arrivés à Auschwitz-Birkenau sains et saufs. Parce que dans les autres wagons, ou dans les endroits qui arrivaient de plus loin, comme de France, c'était plus loin que de Lodz, il y avait malheureusement beaucoup de malades et beaucoup de gens qui étaient en très mauvais état. Nous sommes donc arrivés à Auschwitz-Birkenau, mais nous ne savions rien. Dans les ghettos de Lodz, j'ai omis de vous dire que les jeunes de notre maison avaient fabriqué un poste émetteur-récepteur. Vous imaginez un poste à galène, un poste émetteur-récepteur. Mais on ne pouvait pas avoir des ondes longues, bien sûr, des ondes longues, on n'avait que de courtes ondes. On a su qu'il y a eu une révolte dans le ghetto de Varsovie. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Du ghetto de Varsovie, de la révolte du ghetto de Varsovie. Sinon, documentez-vous, parce que c'était une révolte désespérée, mais une révolte extraordinaire, où les jeunes, avec des armes de fortune, ont tenu quelques semaines contre les tanks allemands, les tanks nazis, l'armée nazie. Et les jeunes de notre ghetto, je suis sûre qu'ils voulaient faire la même chose, mais on a su ce qui s'est passé. On a appris ce qui s'est passé au ghetto de Varsovie, que malheureusement, il y a eu très peu de survivants, et évidemment, les jeunes de notre ghetto ont hésité à faire une révolte, certainement. Moi, on ne m'a pas donné tellement d'explications, on me trouvait trop jeune. C'est vrai qu'au début du ghetto, j'avais 11 ans, après 12 ans, après 13 ans, mais c'était encore très jeune pour les garçons et filles qui avaient 17, 18, 19 et 20 ans. Et moi, on ne voulait pas me dire où étaient les postes à la galène parce qu'on avait peur que je puisse le dire à quelqu'un. Mais moi, je savais très bien que c'était au grenier. Mais je n'aurais jamais dit à personne, bien sûr. Et oui, et comme ça, nous savions qu'il fallait attendre quelque chose qui puisse nous sauver. En attendant, on ne connaissait rien d'Auschwitz-Birkenau. Pour vous dire à quel point on n'était pas au courant, c'est que ma mère, dans les objets de première nécessité, a amené mes notes de classe. Vous imaginez, si elle avait pensé à Auschwitz-Birkenau, si elle aurait amené mes notes de classe.
On ne savait rien. On est arrivé à Auschwitz-Birkenau, directement à la gare d'Auschwitz-Birkenau. Sur ces rails de chemin de fer, les wagons se sont ouverts, on est sorti, respirant un grand coup, et on est descendu sur les quais. Une foule immense. Tous les trains arrivaient à ce moment-là, jour et nuit, parce que l'armée soviétique d'un côté et l'armée américaine de l'autre avançaient. Mais nous ne savions pas grand-chose de ce qui se passait sur le front. Tout ce que nous voyions, c'est que nous étions dans un endroit bizarre où il y avait des barbelés encore plus hauts que dans le ghetto, où j'ai vu à ma droite, j'ai regardé en descendant du train, des femmes, je supposais que c'était des femmes, elles avaient la tête rasée, les robes rayées, et je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai regardé ma mère, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui se passe ici? Elle me dit, je n'en sais rien. J'ai demandé à quelques personnes à la gare, écoutez, qui sont ces femmes? Qu'est-ce que c'est? Et puis un homme m'a répondu, ça, ce sont des malades mentaux. C'est des malades mentaux, vous allez aller travailler. Toujours la même chose, pas de panique, mensonge, mensonge, pour que les gens se figurent qu'ils vont pouvoir vivre, survivre. Et on avance, la foule avance. Moi, à côté de ma mère, on avance toutes les deux, on ne se quitte pas. Et tout d'un coup, il y a un homme qui s'approche de moi, un homme qui visiblement travaille à la gare, et qui n'a pas le droit de me parler, parce que la première des choses qu'on nous a dit, vous n'avez pas le droit de parler à qui que ce soit. Ça, les soldats qui nous surveillaient ont crié, pas parler à personne. Cet homme s'est approché de moi, et baissant la tête, marchant à côté de moi, me disait, attention, attention, tu vois, là-bas, au bout du quai, il y a une sélection. Tu vois, là-bas, au bout du quai, il y a une sélection. Alors, à gauche, c'est la vie, à droite, c'est la mort. Alors, tu vas à gauche. N'oublie pas, tu vas à gauche. Et il est parti. Et moi, tout d'un coup, je reste un peu effrayée. J'avais pas peur jusqu'à présent, j'étais avec ma mère, j'avais l'habitude déjà des soldats en armes, de tout ce qui se passait partout, de tirs, de carabines, de tout. J'avais pas trop peur. Mais là, comment dire aux gens, comment est-ce que je peux dire à tout le monde qu'à gauche c'est la vie, à droite c'est la mort? Ils savent rien. Il n'y a que moi qui sais quelque chose. Alors, je n'avais pas le temps de beaucoup réfléchir. J'ai réfléchi un peu et je n'ai trouvé qu'une solution. J'ai pris la main de ma mère, je l'ai entraînée avec moi très très vite, le plus vite possible que je pouvais. J'ai baissé la tête et je disais tout au long du quai, allez à gauche, allez à gauche, allez à gauche, allez à gauche. J'espère qu'ils ne m'ont pas prise pour une folle. J'espère qu'arrivé au bout du quai à la sélection, ils ont compris quand il fallait aller à gauche et à droite. Mais moi, je traînais avec ma mère, vite, j'allais le plus vite possible toujours, et puis j'arrive à la sélection. On avait d'abord séparé les hommes des femmes, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. J'ai vu évidemment les enfants séparés de leur mère, les garçons séparés de leur mère, les filles séparées de leur père, enfin bref, l'horreur sur les quais, et puis la sélection. Et moi, j'avais l'air déjà beaucoup plus âgée que mon âge. 4 ans et demi de ghetto, ça a fait son chemin, et moi qui avais à peine 15 ans, j'avais l'air déjà facilement d'avoir 17 ans. Et la sélection, ça consistait à choisir les hommes et les femmes
entre 17, 16, 17 et 40 ans, suivant la forme physique et la force physique. Tous les autres allaient du côté de la cheminée, du côté des douches asphyxiantes ou camions asphyxiants. Mais ça, je ne le savais pas. On ne le savait pas du tout. Et moi, on m'a envoyé à gauche. Mais moi, je me suis retournée tout de suite. Ma mère était entre les deux, entre des personnes qui sélectionnaient. Et elle avait les cheveux qui ont blanchi d'un seul coup. Et je me suis rendu compte qu'elle avait beaucoup vieilli. Alors, je me suis rapprochée d'elle immédiatement. J'ai pris la main de ma mère, je l'ai tirée avec moi. Elle est venue avec moi. Et la foule venant, m'a permis de l'amener avec moi vers la gauche. Et nous sommes allés dans les vraies douches. Mais tout d'abord, on est monté au premier étage, dans une chambre, et où on nous a rasé la tête, où on nous a demandé de nous déshabiller, de nous mettre toutes nues. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il nous arrivait encore quelque chose de terrible. Un être humain différent de celui que nous connaissions, car même ma mère, j'ai mis un moment pour la reconnaître. Je ne l'avais jamais vue sans cheveux. J'étais comme ça. Et puis moi-même, j'ai compris que je n'avais plus de cheveux, de quoi j'avais l'air. Je ne savais pas. J'ai vu toutes les autres femmes sans cheveux. Ça faisait vraiment bizarre. Et puis, on nous a amenés sous les douches et on nous a donné ces fameuses robes rayées, une petite chemise, une culotte, et puis des espèces de sabots, des espèces de chaussures en toile très dure. Et à notre tour, nous devions jouer les folles, entre guillemets, puisque vous vous rappelez qu'on m'a dit que là, c'était les femmes, c'était des gens qui étaient fous. Et voilà, on nous a poussés dehors. On nous a poussés dehors parce qu'il n'y avait plus de place. Les wagons, les trains arrivaient jour et nuit à Auschwitz à ce moment-là. C'était au mois d'août 1944. C'était 1944 où dans tous les fronts avancés et de tous les pays, de tous les ghettos, on envoyait les gens à Auschwitz-Birkenau. Et là, nous étions donc dehors. Il n'y avait plus de place dans les baraques. Nous étions couchés dehors, mais on était couchés les unes à côté des autres. Comme ça, on n'avait pas trop froid. Le lendemain, on nous a trouvé des places dans les baraques parce qu'on envoyait des commandos de travail. Et puis, ma mère, comme d'habitude, partait aux nouvelles, partait savoir ce qui allait se passer. Elle voulait bien sûr toujours sauver sa fille. Elle voulait toujours savoir ce qui allait se passer et comment on pouvait échapper au pire. Et un jour, elle est arrivée, nous étions là, on avait, tous les matins, il y avait des appels, on nous comptait, mais on n'a pas eu le temps de nous tatouer. Il y avait les wagons, on arrivait à une telle vitesse, le train arrivait à une telle vitesse, qu'on ne nous a pas tatoués. On nous a juste rasé la tête, on nous a mis le robe rayée et on nous a mis dans les baraques comme ça, par terre, toujours. Un jour, je sors de la baraque et je vois en face une autre baraque d'où sortent les gens qui ont l'air complètement bizarres, amaigris, tête squelettique, se traînant par terre, ne pouvant plus marcher. Je suis retournée dans la baraque, j'ai dit à ma mère, écoute, comment est-ce qu'on peut les aider? Regarde ce qui se passe ici, regarde, il faut les aider. Ma mère me regarde et me dit, comment veux-tu qu'on les aide? Avec quoi veux-tu qu'on les aide? Nous sommes nous-mêmes dans un état lamentable. Et là, je me suis dit, là, c'est quelque chose de terrible qui nous arrive. On ne même peut plus aider qui que ce soit, on ne peut plus rien faire pour personne.
Dans quel monde sommes-nous encore? Et on nous a envoyés au bout de quelques jours. On avait juste eu une fois une femme qui nous a tapés avec un grand fouet. Mais sinon, on ne nous tapait pas. On était tous par terre dans les baraques. On ne nous tapait pas. Mais là, il y avait juste une femme qui est venue avec un fouet qui nous a tous toutes tapés. Et puis on m'a dit, ça c'est une femme qui a échappé au gaz. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait des fours, des fours crématoires à Auschwitz, parce que ma mère ne voulait pas que j'apprenne la vérité, bien sûr. Nous sommes partis avec des camions, dans les camions, dans un camp de travail. Toutes les deux, nous étions dans les camions et on est arrivé dans un village où les gens vivaient normalement, dans un village où il y avait des enfants, dans un village où il y avait des maisons, dans un village où il y avait une forêt. On nous a amenés dans la forêt, dans une baraque en bois. On nous a mis dans la baraque. Et dans la baraque, il y avait des lits superposés, mais des lits avec la paille, mais il y avait une couverture. Puis il y avait un poêle qui chauffait. On a pensé peut-être que là, on pourrait encore survivre. On a pensé, ma mère surtout, pensait qu'on pourra survivre encore un peu, tout en travaillant. Mais dès qu'on a commencé le travail, on a compris que ça allait être très difficile parce qu'il y avait un commandant SS qui nous surveillait tous les jours. Il y avait un soldat de la Wehrmacht en armes qui nous surveillait au travail. On allait tous les jours travailler dehors, tout l'hiver, tout l'automne et l'hiver, 44-45, nous allions à moins 15, moins 10, moins je ne sais combien. Tous les matins, nous allions au travail sur un chantier public qui s'appelait Hochtief, qui aujourd'hui encore, c'est une firme Hochtief, qui est milliardaire, international, qui, paraît-il, m'a payé mon travail, je n'ai jamais vu un sou. C'est comme ça. Ils disent qu'ils payaient, ils disent qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas fait. Enfin, ça n'a pas d'importance. Ce qui était beaucoup plus important, c'est que nous étions tous les jours dehors, tous les jours sans nourriture ou presque, avec un peu d'eau chaude le matin, un morceau de pain, à midi un peu de soupe, le soir un peu de soupe, et c'était tout. Et tous les jours, portant des rails de chemin de fer, creusant le sol pour des abris, parce qu'ensuite les hommes faisaient couler les ciments, construisaient des abris, mais nous les femmes, on faisait des trous, des grands trous, pour que les hommes ensuite puissent couler le béton. Et je ne suis pas très grande, comme vous avez peut-être pu voir. Vous me verrez tout à l'heure debout. J'ai fait 1,56 m. Je n'ai pas beaucoup grandi dans le ghetto, mais je n'ai pas grandi dans le camp. Et j'étais dans un trou d'environ 1,50 m. Donc vous voyez qu'il fallait pelleter toute la journée, il fallait pelleter la terre. Toute la journée, il fallait pelleter la terre au-dessus de nos épaules. Au-dessus de nos épaules, tout simplement parce que il y avait de la place qu'au-dessus de nos épaules. Les soldats de la Wehrmacht nous surveillaient. Il avait très peur du commandant SS. Très, très peur. Il ne nous battait pas, mais il avait très peur. Et le commandant SS venait tous les jours, à n'importe quelle heure, pour vérifier si tout le monde travaillait. Très fatigués d'avoir pelleté la terre toute la journée, nous étions l'après-midi,
je me suis arrêtée un peu, appuyée sur ma pelle. Et le soldat de la Wehrmacht m'a demandé « Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas ?» Et je lui ai répondu « On va attendre que les personnes sortent. » Merci. Je lui ai répondu je vais tout de suite recommencer. Et effectivement, je vais commencer à travailler. Là-dessus, le commandant SS est sorti derrière un buisson. Comme d'habitude, il se cachait, il ne venait jamais directement, il n'a rien vu, mais il a entendu. Il a entendu que quelqu'un n'a pas travaillé. Alors il s'est approché de nous, il est arrivé un immense bonhomme. Évidemment, les SS, c'était toujours des grands hommes, très forts, très costauds, et avec des yeux, j'aime mieux vous dire quelque chose, une personnalité que je n'aimerais pas décrire. Il est arrivé et il a commencé à crier de sa voix très forte « Qui n'a pas travaillé ?» Un silence absolu. Il y avait une solidarité dans notre groupe incroyable. Un silence absolu, personne n'a bougé. Il s'est encore approché et il a dit « Écoutez-moi bien, si vous ne me dites pas immédiatement qui n'a pas travaillé, vous allez toutes être punies ce soir et vous n'allez pas aller vous coucher. » Ah, je ne pouvais pas permettre que tout le monde soit puni après un travail dehors, ne puisse pas rentrer manger un peu de soupe chaude, ne puisse pas rentrer pour avoir un poêle qui chauffe, ne puisse pas rentrer pour pouvoir se coucher et dormir, alors que nous rentrions et quand on se couchait sur la paille, on s'endormait quelques secondes après. Je ne pouvais pas permettre que tout le monde soit puni à cause de moi. Alors, je me suis approchée de lui, je l'ai regardé dans les yeux, il était très grand, très fort, et je lui ai dit « c'est moi ». Il a fermé son poing. Il s'est approché encore plus de moi, il a pris son élan de loin et de toutes ses forces, il m'a tapé dans la tête. Je me suis retrouvée par terre, quelques mètres plus loin, et lui a tourné les talons et il est parti. J'avais la tête en feu, je ne voyais plus rien. Je ne pouvais pas me lever. Les soldats de la Wehrmacht, pour la première fois, il est venu vers moi, il m'a donné sa gamelle de soupe et il m'a dit « mange la soupe, bientôt la guerre sera finie et tu vas rouler en voiture. » Pourquoi il m'a dit ça? Je me rappelle comme si c'était hier. Pour me consoler, il y avait juste une voiture qui était venue justement sur le chantier. J'ai bu un peu cette soupe et je suis restée par terre. Mes amis se sont approchés de moi. Comme chaque fois qu'une de nous était battue, on m'a relevée, on m'a laissé m'appuyer sur quelque chose et on n'avait pas le droit de ne pas travailler. Donc toute notre équipe a travaillé tout l'après-midi. Moi, je ne pouvais pas. Et nous sommes toutes rentrées le soir ensemble. Évidemment, nous n'avons pas été punis. Nous ne sommes pas restés dehors aussi longtemps qu'il aurait plu au commandant SS. Nous sommes rentrés nous coucher, nous sommes rentrés dans la baraque. Et à partir de ce moment-là, mes compagnes et nous, toutes, on savait qu'on pouvait compter l'une sur l'autre. On savait parfaitement que nous étions toutes solidaires. Et je me suis rendu compte que j'étais la plus jeune de notre équipe. Et les autres devaient appartenir à un parti. Je ne sais pas si c'était un parti. Il y avait pas mal de juifs allemandes, il y avait pas mal de juifs roumaines, il y avait pas mal de juifs tchécoslovaques.
Et on était un mélange de différents pays. Et je me suis rendu compte que ça devait être une association socialiste ou communiste, je n'en sais rien, mais elles avaient l'air très organisées. Ensuite, on nous a fait déplacer des rails de chemin de fer. Vous imaginez, des gamines. Moi, j'avais à l'époque donc 16 ans. Je venais d'avoir mon anniversaire de 16 ans dans les camps de travail. Et je vous raconterai le jour de mes 16 ans. Mais là, on allait donc tous les jours à ce travail, et mes compagnes, quand il fallait soulever les rails de chemin de fer, on a appris très vite que on devait faire 2 rangées, d'un côté et de l'autre des rails de chemin de fer. On devait se baisser en même temps, on attrapait le rail en même temps, on le mettait sur l'épaule en même temps, et on démarrait en même temps. Et comme ça, on a pu déplacer le rail de chemin de fer. Aucune épaule ne s'est jamais baissée. Personne n'a jamais voulu faire autrement que de rester solidaire jusqu'au bout. Et nous sommes restés comme ça. Et on a pu travailler tout ensemble pendant longtemps. Moi, j'avais les pieds blessés. Quand ma mère a vu ça, elle m'a essayé de trouver des morceaux de papier, de tout ce qu'elle pouvait trouver pour m'envelopper les chevilles, parce que les bottes en toile râpaient mes chevilles. On n'avait évidemment pas de chaussettes, on n'avait pas de bas, on n'avait rien. Et mes blessures ne guérissaient plus. J'avais les 2 chevilles blessées complètement, avec des papiers que ma mère enroulait. Et voilà pourquoi je vous raconte ça, parce que un jour, les femmes devaient descendre dans les mines de sel. Il faisait tellement mauvais dehors, il faisait un tel froid que les chantiers étaient fermés, et même notre commandant SS qui nous employait d'habitude pour chercher des morceaux de charbon dans un tas de neige, vous voyez, main nue, dans un tas de neige, toute la journée, chercher des morceaux de charbon. Nos mains étaient gelées à la fin de la journée. Les pieds, je ne vous en parle pas, nous étions tous des petits tas de neige. Eh bien, les chantiers étaient fermés, il ne pouvait pas nous faire travailler, il nous a envoyés dans des mines de sel. Et tout d'un coup, moi, je suis restée toute seule parce que, ayant des chevilles complètement blessées, on ne descendait pas avec des blessures dans une mine de sel. C'était le règlement. Je ne savais pas pourquoi on m'avait laissée toute seule. Après, je l'avais appris. Tout d'un coup, je réfléchis et en calculant, tout d'un coup, je réalise que c'est mon jour d'anniversaire. Le 18 septembre 1944, que je viens d'avoir 16 ans et que je suis dans un tel état, et que ma mère surtout est dans un tel état. Et vraiment, je n'avais pas compris. Et moi qui n'avais plus de larmes, qui ne pleurais plus, eh bien ce jour-là, toute seule dans la baraque, la pluie tombait dehors, pluie neige, et moi, je pleurais toute la journée. Et j'ai prié, je ne sais pas qui, j'ai prié. Les femmes sont rentrées dans ma mère le soir, et ma mère avait compris que je me rappelais que c'était mon anniversaire. On a passé un moment encore ensemble tout le temps. Dès qu'on pouvait, on restait ensemble toutes les deux. Et mon imagination, évidemment, était retournée dans ma chambre, dans notre chambre, la chambre de mes parents d'avant-guerre. Et là, je rêvais, je pensais, et tout ça, c'était dans mes rêves, tout ça, c'était dans mon imagination.
en attendant que quelque chose arrive. Le commandant SS est arrivé après. Et il a dit maintenant, vous allez aller à Bergen-Belsen et vous allez regretter le commando de Celle. En fait, ça s'appelait le camp Waldeslust. Si on avait su que ça s'appelait comme ça, Waldeslust, ça veut dire plaisir de la forêt. Vous imaginez quelle imagination, quelle perversité de ces gens d'appeler ça comme ça, les camps annexes de Bergen-Belsen. Bergen-Belsen qui était devenu le camp de la mort. Et le commandant SS avait raison, parce que quand nous sommes arrivés à Bergen-Belsen, il n'y avait plus d'eau potable, plus de nourriture. Épidémie de typhus propagée par des poux qui étaient partout. Il faut que je revienne 2 minutes en arrière, parce qu'il y a eu quelque chose de plus important qui nous a permis certainement de survivre, quelque chose qu'il faut que je vous dise, mais je devrais avoir le temps de vous raconter ça parce que c'est tellement extraordinaire. Imaginez-vous qu'une fois, dans notre malheur, où nous étions sur ces chantiers de gelée, froid, horrible, eh bien, on avait rencontré des prisonniers de guerre français. Et comme les femmes de mon ensemble, de notre groupe, savaient que je parlais un peu le français, parce qu'on avait le temps d'échanger un petit peu quelques mots, de parler un petit peu entre nous, on est devenus assez proches, donc elles savaient que je parlais un peu le français, elles m'ont dit, écoute, les prisonniers de guerre français, tu leur parles. Mais j'ai dit, attendez, je n'ai pas le droit de leur parler, parce qu'encore là, on nous a dit, si vous leur parlez, vous allez, c'est ça. Bon, alors, sous peine de mort, vous n'avez pas le droit de parler. Et qu'est-ce que je veux leur dire? Elles m'ont dit, tu fais ce que tu veux, tu parles. Alors, j'ai baissé la tête et j'ai dit, s'il vous plaît, quelle heure est-il? J'aime mieux vous dire que toutes les têtes se sont retournées, que ces hommes se sont demandé quelle était cette voix de femme, cette voix féminine qui parle le français. Ils ont compris que c'était moi. Ils ont compris que moi, je pouvais comprendre ce qu'ils me disaient, que je parlais un peu le français et qu'ils pouvaient me transmettre des nouvelles, qu'ils pouvaient me transmettre des choses. Et à partir de ce moment-là, imaginez-vous qu'ils nous ont aidés. Moi, il y a un qui a décidé de m'apporter tous les jours un colis. Il était camionneur. Il avait une camionnette pour transporter la nourriture pour les Allemands. Et quand il ne disposait pas de la camionnette, il venait en vélo. Tous les jours, il venait sur les chantiers où je travaillais, il m'apportait un colis. Un petit colis tous les jours. Et pour la première fois, je n'étais pas ennuyée par ma grande robe rayée, parce que je pouvais mettre les colis dedans. J'avais fabriqué une ceinture avec un petit bout de ma chemise d'en dessous. J'ai coupé un petit morceau, je me suis fait un turban pour ne pas qu'on voie que j'ai pas de cheveux. J'ai essayé d'avoir l'air encore d'une femme. J'ai essayé d'avoir l'air d'un être humain. Nous étions quelques-unes. Une autre jeune femme, imaginez-vous, je ne sais pas comment elle a fait, elle avait même petit napperon brodé. Alors le matin, sous les espèces de boîtes d'eau brune, elle mettait son petit napperon sur un carton. Et vraiment, il y avait des femmes qui essayaient encore d'avoir l'air d'être humain, mais c'était difficile. Et nous avons donc été aidés, beaucoup d'entre nous, où ils nous ont apporté des colis autant qu'ils pouvaient pour que nous puissions un peu mieux tenir le coup. Et j'ai eu la chance qu'un homme qui travaillait sur les chantiers m'a donné sa veste. Le soldat de la Wehrmacht, il m'a dit « Qui t'a donné cette veste ?»
J'ai dit, je ne sais pas. Qui t'a donné cette veste? Un monsieur. Qui est ce monsieur? Je ne sais rien. J'ai vite couru aux toilettes et j'ai mis la veste en dessous de ma robe. Ensuite, j'ai demandé une veste pour ma mère. J'avais reçu une lettre. Qu'est-ce que je peux vous envoyer? Et il m'a donné son nom. Et il venait de France. Et il était prisonnier de guerre. Et il s'appelait comme ça. Et il voulait que je sache d'où je viens, comment je m'appelle. Et on échangeait des lettres. Et les femmes de commando, quand elles le voyaient, elles criaient « Attention, il y a les grands blonds qui arrivent !» Alors, il déposait les colis dans un coin où il savait que je pouvais le prendre. J'allais chercher les colis, je mettais dans ma robe. Je ne sais pas si la Wehrmacht faisait semblant de ne pas voir, mais il n'a jamais vu. Et les commandants SS, heureusement, les prisonniers de guerre français, ils voyaient quand les Allemands bougeaient. Je pense que c'est grâce à leur aide que quelques-unes d'entre nous ont pu survivre, mais pas beaucoup, parce que je n'ai pas retrouvé de survivantes, malheureusement, de notre camp, Waldeslust. Je sais qu'il y a dans le monde, il y a eu un livre qui est apparu, je viens de l'avoir, je viens de comprendre, il y a quelques mois seulement, vous voyez comme les archives sortent tard et qu'on ne sait pas grand-chose. Je suis qu'il y a très peu de survivants de notre camp de travail, mais encore moins de Bergen-Belsen. On est à Bergen-Belsen, par terre. Moi, je ne peux plus bouger. Et j'ai attrapé les typhus, et vous savez comment? Ma mère, comme d'habitude, elle est allée voir si elle connaissait quelqu'un. Parce que comme on n'avait plus d'eau potable, plus de nourriture, plus rien, elle s'est dit, ma fille va mourir. Elle est donc partie voir si elle connaissait quelqu'un. Et elle a vu une infirmière qu'elle connaissait. Cette infirmière venait également de Pologne, de notre ville. Et comme infirmière, elle connaissait ma mère de la pharmacie, par la pharmacie. Et cette infirmière, elle lui a dit, écoute, envoie-moi ta fille, elle va venir m'aider à l'infirmerie. Je suis allée à l'infirmerie, je l'ai aidée, je secouais les couvertures des malades. Mais secouer les couvertures des malades, ça veut dire attraper des poux. Mais j'avais une soupe par jour. Et c'est ça que ma mère voyait, une soupe par jour. Et j'avais une soupe par jour, mais le temps d'incubation, j'ai attrapé le typhus. Et j'étais complètement inconsciente avec cette terrible maladie qui est le typhus. 40 de fièvre, plus de 40 de fièvre, complètement inconsciente, les cheveux qui tombent, alors la tête rasée d'abord, après que j'ai les cheveux qui tombent, j'étais dans un état terrible. Mais chaque fois que j'ouvrais les yeux, j'étais toujours par terre, chaque fois que j'ouvrais les yeux, je voyais ma mère. Elle était toujours là, elle était toujours à côté de moi, à m'humecter des lèvres. D'où prenait-elle l'eau? À chaque fois qu'elle était là à côté de moi, à me donner quelque chose à boire, à me mettre quelque chose sur le front. Et une nuit, que j'allais un peu mieux, j'avais vu ma mère, une tête enflée, un corps enflé, mais complètement. J'ai eu du mal à reconnaître ma mère. Son corps et son visage étaient complètement enflés. Et je me suis dit en moi-même, ma mère doit être très malade. Son corps est enflé comme ça, comme si elle avait une maladie de cœur, parce que j'avais déjà entendu parler de ça. Maladie de faim, maladie de cœur. Je me suis dit, elle a l'air vraiment malade. La nuit, je dors, je vais un peu mieux,
et j'entends ma mère qui me dit « Écoute, écoute-moi, va me chercher un peu d'eau, va me chercher faire cuire un peu de cacha, va me faire cuire un peu de cacha. » C'est une sorte de l'orge qu'on mange assez souvent en Pologne. Et moi, je lui réponds, « Écoute, il fait nuit, je vais te faire cuire la cacha demain. » Et je me suis rendormie. Le lendemain matin, je me suis réveillée et je pousse ma mère, elle ne bouge pas. Je regarde ma mère, elle ne bouge pas. Je la pousse un peu plus fort, elle ne bouge toujours pas. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Je commence à crier, moi qui étais calme, qui ne bougeait plus, qui ne parlait plus, qui ne bougeait plus. Je commence à crier pour essayer de réveiller ma mère. Et je n'ai pas réussi à la réveiller. Ma mère est décédée dans la nuit. Ensuite, il y avait des gens qui sont arrivés et qui enlevaient les corps. Ils enlevaient les corps et moi j'ai dit non, vous ne touchez pas ma mère, je reste avec ma mère. Et j'ai attrapé ma mère dans les bras et je me suis cramponnée à ma mère, j'ai dit non, je reste avec ma mère. Mais les bras plus forts que les miens m'ont enlevé et elle est partie. Et moi je suis restée toute seule, j'ai fermé les yeux et je me suis dit bon, c'est fini. Je n'ai plus personne, je suis très malade, je ne peux plus me lever, j'ai plus envie de me lever. C'est terminé. Pour moi, la vie est finie. Et je fermais les yeux et je suis restée sans bouger. Une femme est venue vers ma gauche et vers ma droite une autre. Deux jeunes femmes se sont rapprochées de moi et j'ai entendu comme dans un rêve, « Écoute, il faut que tu te lèves pour aller nous chercher de l'eau. » Je croyais que c'était dans mon rêve. Je n'ai pas répondu. J'ai entendu plus fort encore. « Écoute, écoute bien, il faut que tu te lèves, il faut que tu nous apportes quelque chose à manger, sinon nous allons mourir. » Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Elles vont mourir si je ne me lève pas. Alors je regarde à gauche, je regarde à droite, et je vois une jeune femme, effectivement, qui ne peut presque plus respirer. À ma gauche, à droite, une autre jeune femme qui a des espèces d'écoulements du nez, des oreilles, je ne sais plus quoi. Enfin, elles ont l'air vraiment mal en point. Alors je me dis, bon, alors qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Alors j'ai essayé. Mais vous savez, quand on est malade et qu'on reste très longtemps recroquevillé et qu'on n'a pas bougé, on ne peut pas se lever vraiment. Surtout que j'avais rien mangé, que j'avais rien bu, que j'étais dans un état tout à fait bizarre, impossible. Et j'ai juste pu basculer d'un côté et de l'autre. Alors je me suis traînée. Je me suis traînée à genoux, comme ce que j'ai vu déjà à Auschwitz-Birkenau. Je me suis traînée jusqu'à la porte. Je me suis accrochée à la poignée de la porte s'est ouverte, la fraîcheur m'a fait du bien, j'ai commencé à respirer, j'ai pu me lever, et j'ai commencé à marcher. J'ai marché tout doucement, je ne pouvais pas marcher vraiment vite, mais j'ai marché, j'ai avancé, ça m'a paru très long et très loin. Et tout d'un coup, j'arrive à une place, une grande place, il y a une femme avec une marmite. Une énorme marmite. Ah, je crus à un mirage. Mais non, elle était là, une marmite de soupe. Vraiment, une femme avec une marmite de soupe. J'ai regardé vite à mes pieds, j'ai regardé autour de moi. Il fallait que je trouve un récipient. Et j'ai vu une boîte de conserve là. Je me suis baissée, j'ai pris cette boîte de conserve et je me suis approchée vers la femme et je lui ai dit, « Madame, s'il vous plaît, un peu de soupe. » Elle m'a versé une cuillère de soupe, j'ai
bu la soupe plus que je n'ai mangé parce que la soupe n'était pas très épaisse. Je suis restée à côté d'elle et quand j'ai fini, je me suis rapprochée d'elle encore. J'ai dit, Madame, s'il vous plaît, un peu de soupe pour mes amis qui sont restés dans la baraque. Elle m'a redonné une boîte de soupe et je suis allée tout doucement, je suis retournée à la baraque et je donnais la boîte de soupe à mes amis. J'ai fait ça pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, j'allais tout doucement voir cette femme avec cette grande marmite de soupe sur cette place et je rentrais avec ma boîte de soupe en mangeant la soupe sur place. Mais au bout de quelques jours, mes forces m'ont encore abandonné parce que, évidemment, cette soupe n'était pas suffisante pour me guérir, pour me tenir debout, et je suis restée couchée à nouveau. Et là, un nouveau miracle. Un haut-parleur qui s'est mis à crier « Attention, attention, vous êtes libérés, nous sommes l'armée britannique, nous venons de vous libérer, vous êtes libres, nous ne pouvons pas rentrer tout de suite parce qu'il y a l'épidémie de typhus, mais nous allons rentrer le plus vite possible, vous êtes libres, tenez bon. » Je regarde autour de moi, je me dis, vous êtes libre. Libre de faire quoi? Je ne peux plus bouger, je ne peux plus rien manger, je ne peux plus rien boire, je n'ai plus rien à boire ni à manger, je n'ai plus de force, je suis malade, j'ai plus de mère, j'ai plus de père, j'ai plus personne, je suis libre, pour quoi faire? Libre, ça veut dire quoi? Libre de faire quoi? Et puis, j'ai refermé les yeux, et quand j'ai ouvert les yeux, après qu'un homme est passé, soit passé avec une espèce d'imperméable jaune, avec une espèce de récipient, il appuie sur une pompe, il nous envoyait un truc certainement pour nous désinfecter. J'ai vu que la porte s'ouvrait, et la tête d'un jeune soldat britannique a apparu à l'ouverture de la porte. Il a regardé, il a vite refermé la porte et il est parti. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est reparti? Quelques minutes après, la porte s'est ouverte. Ils sont arrivés à plusieurs, dont un médecin. Ils ont cherché dans le tas qui pouvait-il encore sauver, qui était encore en vie, qui était encore... Qui pouvait-on sauver? Qui pouvait-on sortir de là? Et moi, j'étais complètement immobile, mais ma tête bougeait tout le temps. Et puis on voyait que mes yeux. Puis j'avais un visage que je vous raconterai après, en vous donnant le poids que j'ai pesé, alors que, après quelques semaines de soins, de nourriture, d'abord par la veine et ensuite à la bouche quand je pouvais manger quelque chose, quand j'ai commencé à pouvoir descendre du lit, quand j'ai commencé à pouvoir manger, après quelques semaines de soins par les médecins, par les sœurs, par tout le monde, j'ai pesé 25 kilos. Donc vous comprenez que mes yeux qui bougeaient avec la tête, c'est pour ça que mon livre s'appelle « La jeune fille aux yeux bleus ». Voilà. Parce qu'on ne voyait que ça. Et donc le médecin est venu, il m'a ausculté. Et il m'a demandé tout de suite, est-ce que je peux vous opérer sans anesthésie? Moi je l'ai regardé et je lui ai dit, j'ai bougé la tête pour qu'il comprenne que ça m'est égal, que de toute façon je ne sens plus rien. Vous savez, quand un corps est très malade, quand un corps est vraiment n'en peut plus, malheureusement ou heureusement, il est anesthésié naturellement. Et donc là, voilà, on m'a sauvée.
On m'a sauvée, on m'a sorti de là. Il y a une sœur de la mission Vaticane qui s'est occupée de moi, qui était française, de la rue du Bac de Paris. Maintenant, c'est une superbe église. Avant, c'était une très belle chapelle. Et grâce aux soins des médecins, anglais, français, et la sœur de la rue du Bac, sœur Suzanne Spender, j'ai pu être sauvée. Je suis partie en Suède. Je suis restée 3 mois à l'hôpital de Bergen-Belsen, 3 mois à l'hôpital en Suède et 3 mois en convalescence en Suède. Et la sœur Suzanne Spender a trouvé mon oncle à Paris. Et grâce à cela, parce que je lui ai dit que mon père avait un frère à Paris avant la guerre, et elle a pu le trouver. Et grâce à cela, je suis arrivée en 1946, en mois de février 1946, je suis arrivée à Paris, chez mon oncle, ma tante et mes petits cousins. Voilà. Pour finir en 2 minutes, et après ce sera à vous la parole, sachez que, comme mes parents m'ont prédit, il fallait que je survive. Mais après la guerre, il n'y avait que 2 solutions. Ou se tuer, mourir parce qu'on ne pouvait plus vivre avec ce qui s'était passé, ou vivre. Mais si on vivait, c'était la vraie vie. C'était la vie avec la famille. C'était la vie avec les autres, c'était la vie dans le monde, avec le monde, et dans un monde qui devrait être meilleur. Et c'est pour ça que je suis souvent très triste maintenant, parce qu'on a toutes pensé qu'après tout ce qui nous est arrivé, à Bergen-Belsen, on s'est promis entre nous de témoigner aux jeunes surtout, pour leur dire ce qui s'était passé, pour qu'ils fassent attention au racisme, l'antisémitisme, au rejet de l'autre, qui est différent. Mais la différence, ça peut nous apporter une richesse, ça peut nous apprendre tellement de choses. Les différentes cultures, les différents pays, les différentes personnes, elles nous enrichissent, mais elles peuvent aussi, ça peut aussi provoquer des tragédies. Et c'est à vous maintenant, de transmettre ce qui s'est passé, de vivre dans un monde qui doit être meilleur. Pensez à ce qui nous est arrivé. Pensez à ce qui est arrivé à cause du racisme, à cause de l'antisémitisme, à cause du rejet de celui qui est différent. Eh bien, à cause du non-respect de l'être humain. Le non-respect de l'être humain, le non-respect des enfants, c'est les crimes les plus grands au monde. Il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire. Je vous en prie, je vous en supplie, construisez le monde sans êtres qui ne sont plus pour moi des êtres humains, avec des êtres humains qui respectent les êtres humains. On a peu de temps, alors est-ce que quelqu'un a des questions? On peut en prendre 2 seulement. Alors je vous signale, puisqu'il n'y a que 2 questions et que je ne veux pas vous priver, que dans mon livre, j'ai fait en annexe, vous avez les réponses, les questions qui m'ont été posées par écrit, les lettres qui sont arrivées. Je ne vous dirai pas que je vous répondrai dans l'heure, mais je réponds à toutes les lettres de jeunes. Mon email est très facile, isabelle.choco, C-H-O-K-O, @dbmail.com, c'est tout. Vous pouvez demander d'ailleurs à vos organisateurs, si vous souhaitez m'écrire des emails, n'hésitez pas, aussi bien les professeurs que les élèves, que tous les participants,
vous êtes les bienvenus sur mes mails. Je vous répondrai au fur et à mesure quand j'aurai le temps. J'ai malheureusement des malades dans la famille, mais je vous répondrai, je vous promets. Alors, une ou deux questions quand même. Très rapidement, allez-y, on a allez-y. une conférence qui suit à 16 heures, on s'autorise 10 minutes, un quart d'heure de dépassement. Et donc 2 questions. La première étant la plus longue à venir, j'entends bien, mais là faites en sorte que la première soit... Dites-vous que c'est la deuxième. Ma vie après la guerre quand même. Qu'est-ce que je suis devenue? J'ai fait 36 000 métiers. Isabelle, qu'est-ce que vous êtes devenue à votre sortie de l'hôpital et après la guerre? Je me suis mariée, j'ai eu 3 fils. Je me suis mariée, je suis arrivée en 46, je me suis mariée en 46, pardon. Oui, je suis libérée en 45, mariée en 46, 3 enfants en 3 ans et demi, 3 garçons, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. J'étais championne de France d'échecs. J'étais envoyée au championnat du monde avec Madame Chaudet des Silences. J'ai travaillé dans le Nord très dur pour, si vous voulez, aider aux mineurs de se reconvertir. Charbonnage de France, les houillères du Nord et du Pas-de-Calais. J'étais la seule femme parmi les hommes, tous très diplômés, tout à fait comme moi, des prix Nobel de la littérature. C'est le seul, disons, ma seule référence culturelle, c'était mon école d'avant-guerre, mon école pendant la guerre, c'était pas grand-chose, et ma lecture des livres. Voilà ce que j'ai appris. J'ai appris avec beaucoup de gens, j'ai appris avec plein de gens que j'ai rencontrés, j'ai appris tout, et je vous assure que je tenais ma place parmi les hommes dans le travail que je faisais dans le Nord pendant 4 ans. 6 ans même. Je suis restée dans le Nord et je suis fière parce que les mineurs, ce sont des gens que je respecte le plus. Les mineurs allemands, ce sont les seuls qui se sont révoltés contre les nazis, qui ne voulaient pas que les femmes descendent dans les mines de sel. Les seuls Allemands, les seuls nazis qui ont osé affronter les nazis. Ce sont les mineurs. Et en Pologne, il n'y a pas eu d'antisémites dans les mines de charbon. Voilà. Vous avez parlé beaucoup de livres. Oui, je suis d'accord. Donc, je viens de Prague. Aussi fort que possible. Vous avez beaucoup parlé de livres, alors quel est votre livre préféré? Quelle main? Quel est votre livre préféré? Quel est votre livre préféré? Ah, mon livre... Ah, ça c'est une bonne question. Ah, j'y ai jamais pensé. Ah, je ne peux pas dire ça comme ça tout d'un coup. Oh non, j'en ai plein de livres que j'aime. Non, je ne peux pas dire ça comme ça. La littérature russe, que j'ai beaucoup lu, la musique et la littérature russe. Les livres de français, Victor Hugo, bon, écoutez, on ne peut pas ne pas aimer Victor Hugo. Anatole France, qu'est-ce que j'ai encore lu? Je vous dis, j'ai lu tous les... Selma Lagerlöf, Björn Björnsson, ce sont des Suédois. Celui hindou, le prix Nobel de la littérature, l'hindou, les noms ne me viennent pas à l'esprit tout de suite, vous savez. J'ai un peu moins de mémoire que quand j'étais jeune. Hein. Je suis désolée, hein. Mais là, vous me prenez au dépourvu. Je souhaite un mail, je vous répondrai. Je regarderai ma bibliothèque. Ça s'appelle le tien, Hein? le tien. Ah, les miens, non, mais bon, ça va pas, non. Bonjour, j'ai une petite question à vous poser. Alors, merci pour votre témoignage. D'une part, je voulais savoir, en fait, ce que vous avez vécu, en réalité, dans le temps, dans une échelle de temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, ce que vous avez vécu. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que chez les jeunes, il y a un tel décalage. Comment ramener, je dirais pas, faire comprendre un coup de marteau, mais en peu de mots, comment on peut prendre conscience et que ça reste prégnant et vivant encore pour qu'il puisse y avoir une continuité. Bien sûr, il y a une telle différence entre le monde
dans lesquels nous avons vécu, et vous. Mais heureusement, vous pensez bien que je suis heureuse pour vous. Je voudrais que tous les jeunes vivent dans un monde où justement on peut vivre, vivre, ce qu'on s'appelle vivre, et non pas souffrir et mourir. Voilà, merci beaucoup. Il y a tellement de choses à dire encore. Vous avez la chance de pouvoir apprendre. Et vous connaissez peut-être Confucius aussi, certainement. Et vous savez ce qu'a dit Confucius? Choisissez votre métier, choisissez ce que vous voulez faire, et si vous faites ce que vous aimez, vous n'aurez pas travaillé un seul jour de votre vie. Yeah.